5 leaders africains. 5 hommes qui voulaient l'indépendance réelle de leur pays. 5 assassinats dans des circonstances troublantes. Coïncidence? Ou un pattern qui se répète depuis 60 ans? Cette vidéo présente des faits historiques, des enquêtes officielles, et des questions qui restent sans réponse. Je suis Chris, et voici l'histoire qu'on préfère oublier. « 30 juin 1960. Le Congo devient indépendant après 75 ans de colonisation belge brutale. Patrice Lumumba, 35 ans, devient Premier ministre. Lors de la cérémonie, devant le roi des Belges, il prononce un discours qui va sceller son destin. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. En quelques minutes, Lumumba se fait des ennemis puissants. Belgique, États-Unis, CIA, tous veulent sa tête. Le problème? Lumumba veut nationaliser les mines. Le Katanga, région la plus riche, fait sécession avec l'aide de la Belgique. Derrière, l'Union minière, compagnie belge qui exploite le Congo depuis 1906. Ils ne veulent pas perdre leur profit. Septembre 1960. Coup d'État. Mobutu, colonel de 29 ans formé par les Belges et financé par la CIA, prend le pouvoir. Lumumba est assigné à résidence. Il est capturé. Les images sont choquantes, menottées, frappé devant les caméras. Le monde regarde. Personne n'intervient. 17 janvier 1961. Lumumba et 2 de ses ministres sont transférés au Katanga, contrôlés par Moïse Tshombe, allié des Belges. Cette nuit-là, ils sont exécutés. Leurs corps sont dissous dans l'acide, puis brûlés. Jamais retrouvés. En 2001, la Belgique admet, oui, nos officiers étaient là. Oui, nous sommes complices. Résultat, Mobutu dicte pendant 32 ans. Il vole 5 milliards de dollars. Le Congo, pays le plus riche en ressources, devient l'un des plus pauvres. Pendant ce temps, les compagnies occidentales exploitent tranquillement les mines. Coïncidence? « 1983, Burkina Faso. Thomas Sankara, capitaine de 33 ans, prend le pouvoir par coup d'État. Ce qui suit est l'une des révolutions les plus pures d'Afrique. Il refuse le luxe. Vend les Mercedes gouvernementales, roule en Renault 5. Réduit les salaires des ministres, y compris le sien. Il répète, un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Mais Sankara commet des crimes. Il refuse de payer la dette au FMI. Pire, en 1987, devant l'OUA, il appelle tous les pays africains à faire la même chose. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette
c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais l'on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, l'on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs,
Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte, et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris, club de partout. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100, et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres, en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club, parti d'Addis Abeba, devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale des autres. Imaginez, si tous les pays africains suivent Sankara, c'est 300 milliards de dollars de dette effacée. Le système s'effondre. Sankara doit disparaître. 15 octobre 1987, 16h30. Sankara est en réunion au Conseil de l'Entente. Des commandos entrent. 12 balles. Il meurt à 37 ans. Qui tire? Blaise Compaoré, son meilleur ami, son frère d'armes. Blaise Compaoré prend le pouvoir. Il règne 27 ans. Première décision, annuler toutes les réformes de Sankara. Deuxième, rembourser la dette. La France respire. 2021, document déclassifié, la France savait. La CIA était impliquée. Compaoré a agi avec leur bénédiction. 2022, il est condamné à perpétuité, mais il vit tranquillement en Côte d'Ivoire, protégé. Résultat, le Burkina redevient pauvre. La dette explose. Mais les jeunes n'oublient pas 2014, ils renversent Compaoré. Le nom de Sankara résonne encore. Un leader peut mourir, son idée, jamais. Mouammar Kadhafi. Dictateur? Oui. Excentrique? Absolument. Mais aussi, celui qui a transformé la Libye en pays le plus riche d'Afrique. Ces chiffres sont vérifiés ONU, Banque mondiale. Oui, Kadhafi était un dictateur brutal. Mais économiquement, la Libye brillait. 2009, Kadhafi propose le dinar or, une monnaie africaine commune basée sur l'or, pas le dollar. Objectif, vendre le pétrole africain en dinars or, pas en dollars. Si l'Afrique vend son pétrole en or, le dollar perd sa domination mondiale. Les États-Unis et l'Europe perdent leur pouvoir économique. Le plan de Kadhafi est une bombe nucléaire financière. 2016, email de Hillary Clinton déclassifié.
Noir sur blanc, le dinar or est une menace pour le dollar. Le motif est clair. Février 2011. Le printemps arabe atteint la Libye. Kadhafi réprime. L'Occident crie aux droits de l'homme. Résolution ONU, zone d'exclusion aérienne pour protéger les civils. Zone d'exclusion aérienne? Mensonge. L'OTAN bombarde 7 mois. 30 000 frappes. France, USA, UK pulvérise la Libye. Objectif, renverser Kadhafi. 20 octobre 2011. Le convoi de Kadhafi fuit Sirte. Drones français et américains bombardent. Kadhafi, blessé, se cache dans un tuyau d'égout. Les rebelles le trouvent. Les vidéos sont horribles. Kadhafi est sorti du tuyau, frappé, torturé, lynché. Il meurt après une heure d'humiliation. Hillary Clinton, interrogée sur sa mort, rit « On est venu, on a vu, il est mort ». La classe. So, I mean, that is the land of unconfirmed. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, oh, I'm sure it did. Résultat, la Libye est en guerre civile depuis 13 ans. 2 gouvernements. Marché d'esclaves documenté par CNN. Terroristes partout. Le pays le plus riche d'Afrique est devenu un enfer. Mission accomplie. « 1997 Mobutu, dictateur pendant 32 ans, est chassé. Laurent Kabila prend le pouvoir avec l'aide du Rwanda et de l'Ouganda. Mais rapidement, Kabila veut l'indépendance réelle. 1998, Kabila fait l'erreur. Il expulse les conseillers rwandais et ougandais qui le contrôlaient. Pire, il commence à nationaliser les mines de l'Est. Rwanda et Ouganda envahissent. Deuxième guerre du Congo, 5,4 millions de morts. La guerre la plus meurtrière depuis 1945. 16 janvier 2001, 14h15. Kabila est en réunion dans son palais. Rachidi Kazreka, l'un de ses gardes du corps, entre. 3 balles à bout portant. Kabila meurt quelques heures après. L'assassin est tué immédiatement. 200 personnes arrêtées, torturées. Aucune explication claire. Son fils Joseph, 30 ans, prend le pouvoir. Les guerres continuent. Les mines continuent d'être pillées. Enquête classée, trop de zones d'ombre. Mali, 2020. Le président Ibeka est renversé par un coup d'état militaire. Motif officiel, corruption, mauvaise gestion. Motif officieux, il voulait renégocier les accords militaires avec la France. 2022, il meurt subitement à 76 ans. Cause, complications médicales. Détail, aucun. Tchad, avril 2021. Idriss Déby, président depuis 30 ans, allié stratégique de la France au Sahel. 11 avril, il est réélu avec 79% des voix. 20 avril, mort au combat contre des rebelles. Version officielle, blessé au front, mort héroïquement. Version alternative, éliminé parce qu'il voulait renégocier les contrats pétroliers. Son fils de 37 ans, Mahama, prend le pouvoir immédiatement. La France valide. Coïncidence? Récapitulons. 5 leaders africains. 5 qui voulaient l'indépendance économique réelle. 5 morts dans des circonstances troublantes. Lumumba, nationalise, assassiné. Sankara, refuse la dette, assassiné. Kadhafi, dinar or, assassiné. Kabila, nationalise, assassiné. Le pattern est clair. Je ne suis pas conspirationniste. Je présente des faits. Coche épaisse blanche document déclassifié CIA. Coche épaisse blanche enquêtes officielles. Coche épaisse blanche témoignages vérifiés. La question n'est pas: est-ce qu'ils ont été tués? La question est: pourquoi le même pattern se répète depuis 60 ans?